Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et ensemble, on va discuter des Alouettes qui présentent maintenant un dossier de 7 victoires et une défaite. Et Tyson Philpott continue son incroyable saison. Les Alouettes qui vont recevoir les Elks d'Edmonton cette semaine. Edmonton est la seule équipe qui a infligé un revers aux hommes de Jason Maas jusqu'à présent. Alors, on va discuter de cette rencontre également. On va faire le tour des actualités de la NFL, étant donné qu'il y en a plusieurs maintenant que les camps d'entraînement sont commencés. Il y a notamment plusieurs joueurs qui ont signé des prolongations de contrat lors des derniers jours. Et Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football hebdomadaire. Il va nous parler de joueurs qui, selon lui, passent sous le radar, d'autres qui pourraient être des flops lors de la saison 2026. Alors, il ne reste plus qu'une chose à faire. Guillaume, par la musique. Marc-André, avant de parler des Alouettes qui ne perdent plus, on va inviter les gens à s'abonner, bien sûr, à nos réseaux sociaux. Exactement, Didier. On est un peu partout sur les médias sociaux. On est sur YouTube, évidemment, via Didier Orméjus, le Sac du Car. Si vous tapez le Sac du Car dans la barre de recherche, ça fonctionne également. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Cliquez sur la petite clochette à droite en haut de votre écran ou de votre cellulaire. On approche les 1400 abonnés, là, mais notre objectif de 2 millions est loin d'être atteint. Donc, on a besoin de votre aide au niveau des abonnés. Sur YouTube, on est sur toutes les plateformes d'écoute également. Spotify, Apple Podcasts. Laissez-nous 5 étoiles en passant. Et on est également sur YouTube, Facebook, Le Sac du Cœur, Instagram, Le Sac du Cœur. On est un peu partout. On est partout. Abonnez-vous à nos différentes plateformes, puis c'est grandement apprécié. Oui, puis on vous invite également à partager nos publications. Partagez-les avec vos amis que vous savez qui sont des grands fans de football, des maniaques de football, aussi autant des Alouettes que de la NFL. On vous invite à partager tout ça. Ben, comme je le disais, Marc-André, les Alouettes ne perdent plus. Ils présentent un dossier de 7 victoires et une défaite. Ça a été une victoire écrasante à Ottawa la semaine dernière contre la pire formation de la Ligue canadienne. Mais c'est pas grave, les Alouettes ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a tout seigneur, tout honneur, Didier. Commençons par parler de Tyson Philpott. Écoute, c'est le sujet de discussion chez les Alouettes depuis les derniers jours, là. Quel début de saison il connaît. Il se dirige tranquillement, mais sûrement vers un record là, de la Ligue canadienne. Oui, écoute, Tyson Philpott a déjà atteint la marque des 1000 verges par voie de réception en 8 matchs seulement, Marc-André. En 8 matchs seulement. Puis ça égale le record de la Ligue canadienne de football. Il y a Hal Patterson, ancien receveur vedette des Alouettes au cours des années 50, qui lui aussi avait atteint la marque des 1000 verges en 8 matchs. Et Terry Greer, un ancien receveur de passe des Argonauts de Toronto au début des années 80. Alors, Philpott inscrit son nom à leur côté. C'est incroyable. Lui et Tyler Snead ont eu plus de 170 verges par voie de réception contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Bon, le Rouge et Noir, ça ne va vraiment pas bien. Mais tout ça pour dire que Tyson Philpott pourrait réécrire le livre des records à la position de receveur s'il demeure en santé. Il faut le mentionner, mais jusqu'à présent, ça va bien pour lui parce que s'il maintient la cadence, il a une moyenne de 127,8 verges par rencontre, là, par voie de réception depuis le début de la saison. S'il peut maintenir la cadence, ça pourrait lui permettre, Marc-André, de battre le record d'Alan Pitts. Alan Pitts, ancien receveur des St. Peters de Calgary, grand receveur, je pourrais dire, des St. Peters de Calgary durant les années 90, faisait la pluie et le beau temps avec Doug Flutie qui lui lançait le ballon. Pitts a le record pour le plus grand nombre de verges, c'est un peu au-dessus de 2000 verges en une saison. Au rythme où va Tyson Philpott, lui, il pourrait amasser plus de 2300 verges. Donc, la bonne marge de manœuvre. En tout cas, il est en avance sur le rythme de Alan Pitts en 1994. Ce serait intéressant de voir si Philpott pourra battre ce record. Puis il pourrait même battre le record de concession qui appartient à Hal Patterson, qui est de un peu plus de 1900 verges. En tout cas, j'espère que Philpott pourra rester en santé, parce que jusqu'à présent, là, il est vraiment tout à fait l'incroyable Tyson Philpott depuis le début de la saison. Et si donnons du crédit aussi à Davis Alexander, qui est tout simplement incroyable. Tyler Snead également. C'est plus de 500 verges d'attaque là, contre le Rouge et Noir. On est un véritable Ouais. rouleau compresseur en attaque du côté des Alouettes. Ça a même coûté l'emploi là, au coordinateur défensif Will Fields du Rouge et Noir par la suite. Mais les Alouettes, vraiment, Didier, nous offrent tout un spectacle là, en ce début de saison. Je trouve l'attaque franchement impressionnante. Là.
Ouais, le coordonnateur de la défense du Rouge et Noir qui a été congédié avant même que je revienne à Montréal le lendemain de la rencontre. Le Rouge et Noir a envoyé le communiqué tôt le matin. Mais je les comprends parce que oui, écoute, ça a été toute une performance, l'attaque des Alouettes. Mais combien de fois qu'on voyait Phil Potts, Snead, Speaker également qui a Tout connu un seul. fort match avec deux touchés, tout seul, en plein centre du terrain, Marc-André. C'est Il ça que ma attrapait le mère m'a ballon, dit, puis il c'est n'y la avait première aucun joueur du chose. Rouge et Noir. Elle Ah m'a oui, dit qu'on elle dirait aussi, elle l'a que, remarqué. ouais, elle était comme, il était juste complètement seul. Tout le temps, tout le temps, Oui, tout le temps. C'était des fantômes, la c'était défense. fou. Oui, vraiment. Tu sais, en plus, en plein centre du terrain, là, où il y a de la circulation habituellement, il n'y avait personne, aucun joueur du Rouge et Noir dans un radius de 5 verges. Regarde, peu importe, les Alouettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont complètement démantelé cette unité défensive du Rouge et Noir d'Ottawa. Plus de 400 verges par la passe, Marc-André, pour Davis Alexander. Une autre grosse performance. Puis dès la première séquence, on a vu tout de suite que Ouais. ça allait être une longue soirée pour Ottawa. Là. On a traversé le terrain, pif paf pouf, en quelques jeux, quelques passes. Et puis, ben, c'est ça, on n'a jamais ralenti la cadence. Écoute, même Dawson Crum a obtenu du temps de jeu à la fin de la rencontre, là, rendu au quatrième quart. On a reçu une question de la part de Régis Fortin, notre plus grand fan, on peut dire ça comme ça, ou l'un de nos plus grands. On a des grands fans au sac du Oui. corps, mais ça, c'en est un de la première heure. Régis nous demande: Salut la gang, merci encore d'occuper nos semaines avec vos analyses. Merci Régis. Les Alouettes ont littéralement marché sur Ottawa. Croyez-vous que cette défaite sera le champ du signe pour Ryan Dinwiddie? J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mauvais calls, donc de mauvais jeux appelés de la part du coaching staff là, durant ce match-là. On parle du coach Chisak, évidemment, de Ottawa. Alors, Didier, est-ce que tu penses Mhm. que. Moi, je pense qu'il est quand même bien lancé. Le Dinwiddie, on va lui donner la chance, c'est sûr. Mais toi, est-ce que tu penses le contraire? Oui, merci Régis pour ta question. Je ne crois pas que Dinwiddie sera congédié. Bon, on va voir comment la saison va se dérouler. Il ne faut pas oublier, lorsqu'il a quitté les Argonauts de Toronto durant la saison morte pour se joindre à la concession d'Ottawa, on lui a donné le plein pouvoir, Marc-André. Tu sais, c'est lui qui est le DG également, là. Donc, il a le plein contrôle à Ottawa. Donc, après une année, est-ce qu'on va tirer la plug sur Dinwiddie? J'en doute. Parce que, bon, le collateur défensif qu'on a congédié après la rencontre contre les Alouettes, ben lui, c'était un restant du groupe d'entraîneurs de l'année dernière. Alors, initialement, c'est pas Ryan Dinwiddie qui l'a embauché. Mais écoute, ça va vraiment pas bien à Ottawa, Marc-André. Dans l'histoire de la Ligue canadienne, il y a seulement deux équipes qui ont terminé une saison régulière avec seulement une victoire. Là, Ottawa n'a même pas de victoire là, jusqu'à présent. Il y avait les Tiger Cats de Hamilton en 2003 et les Rough Riders à Saskatchewan là, dans les années 50-60. À cette époque-là, on jouait juste à 14 rencontres. Ben, je pense sincèrement qu'Ottawa est en danger, là, Ah peut-être, oui. d'inscrire leur nom aux côtés de ces deux équipes-là. Regardez, t'as regardé la rencontre comme moi. Ça faisait dur, là. Sérieusement, ça faisait dur. Tu penses pas? En tout cas, moi, je suis inquiet pour Ottawa, honnêtement. Ben, Surtout lorsqu'on regarde leur calendrier. Leurs trois prochaines rencontres sont sur la route. Il y a notamment un petit match à Montréal. J'oublie c'est contre qui les deux autres rencontres. Mais de toute façon, regarde, il n'y en aura pas de facile pour le Rouge et Noir. Tu as vu de quoi ils ont l'air? Toutes les équipes qu'ils vont affronter sont potentiellement meilleures qu'eux. je sais pas, 0,18, c'est peut-être beaucoup, là. Je me dis, tu sais, on a Ah, été j'ai pas dit compétitif. 0,18, j'ai juste dit 1,17. J'ai juste dit 1,17, OK, j'ai pas dit OK, OK. 0,18. Parce que je, 1,17. parce que je m'en allais dire que le Rouge et Noir a quand même été compétitif récemment. Pas le match contre les Alouettes, c'est sûr, mais C'est le vrai. match précédent contre les Avant Blue la semaine de Bombers. congé, ouais, Ouais, ouais. ouais, ça avait été serré. Puis là, je regarde rapidement là, les autres matchs. Non, la semaine suivante. Mais tu sais, on a été dans quelques matchs du côté du Rouge et Noir, mais pour répondre à Régis, tu sais, quand on veut revirer un bateau à 180 degrés, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que Ryan Dinwiddie, c'est ça, va implanter ces choses. On devrait être patient, là, encore une fois, du côté du Rouge et Noir et de ses partisans qui ont vraiment pas été gâtés là, au cours des dernières années. Non, puis c'est pas bon pour la Ligue au complet quand tu as une équipe qui est aussi mauvaise que ça, là. Écoute, on a un dossier de 0,7 là, du côté d'Ottawa. Donc ça, c'est pas bon pour personne d'avoir une équipe tu sais, en bas du classement comme ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver. On a libéré Eugene Lewis en passant Oui. également. Donc, on y va de changements majeurs. Lewis qui était très bien payé du côté d'Ottawa. Alors, j'espère pour lui. Eugene Lewis est tellement un bon gars. Là. Tu sais, je me souviens qu'il avait commencé avec les Alouettes. Il arrivait de nulle part. Du moins, on ne le connaissait pas. Il avait ébloui lors du camp d'entraînement.
J'espère qu'il va être en mesure de signer avec une autre équipe. Mais une équipe comme Ottawa, là, qui cherche des receveurs, là, elle vient de le libérer. Tu sais, c'est pas bon signe pour lui. En tout cas, je crois qu'il va devoir attendre qu'il y ait d'autres blessures à d'autres receveurs à travers la Ligue canadienne afin de se trouver ben, une nouvelle formation potentiellement. Je m'en allais te poser là, pour faire suite à justement l'avenir de Eugene Lewis, puis qu'on en parle. Tu penses-tu qu'il est encore de niveau, là? Est-ce que tu penses que, je sais bien qu'il ralentit, veut pas, l'âge et tout, mais penses-tu qu'il est encore de niveau à être un receveur partant dans la Ligue canadienne? Un receveur partant, oui, mais plus un receveur numéro un, là, rendu à ce stade de la Mhm. carrière. Tu l'as bien dit, il a ralenti. Moi, immédiatement, mon réflexe, lorsque j'ai vu qu'il avait été libéré, je me suis dit, ah, peut-être que les Alouettes pourraient le mettre sous contrat, mais quand tu regardes la formation des Alouettes, tu sais, il n'y a pas vraiment de place pour lui, puis je ne crois pas qu'il est meilleur que ce que les Alouettes ont déjà au sein de la formation. Encore une fois, c'est un chic type, Eugene Lewis. En plus de ça, je lui ai parlé durant la mi-temps lors de la rencontre à Ottawa vendredi soir dernier. Puis, tu sais, il m'avait parlé avec passion. Il disait, écoute, il faut qu'on arrête de commettre des erreurs parce que l'attaque d'Ottawa, elle a bougé le ballon. Mais c'est juste, je crois Mhm. qu'on a été 0 en 4 à l'intérieur de la zone critique. Après ça, en situation de court gain, on a échappé le ballon. En fait, on a été incapable d'aller chercher le premier essai. On a beaucoup d'ennuis en situation de court gain depuis le début de la saison du côté d'Ottawa. Bref, il y a beaucoup de choses à régler au sein de cette équipe-là. C'est sûr que Eugene Lewis est un receveur imposant. On regarde un peu le groupe de receveurs des Alouettes, à part Phil Pott. Je veux dire, Sneed, c'est pas gros. Speaker, là, tu vas me dire qu'il est plus gros qu'on pense, mais c'est pas un receveur imposant non plus. Mais c'est sûr, Alexander Holland, c'est pas un receveur imposant. Mais comme tu le dis, là, je vois mal Danny Machocha là, Mais vraiment ça fonctionne. défaire ce qu'on a en ce moment. Exact. Exact, ça fonctionne. Ouais. Pourquoi changer? Ouais. Et à plein régime en plus de ça. Là, tu sais. Donc, pourquoi changer une formule gagnante? Donc, on va voir, écoute, là, c'est du football. Il y a tout le temps des blessés toutes les semaines. Alors, on verra bien là, qu'est-ce qui va arriver. Là. Puis, en passant, tu Parlons. sais, j'ai assisté au premier Oui, vas-y. entraînement de la semaine des Alouettes. On enregistre le podcast le mercredi matin, mais mardi, Jeffrey Canté-Arco et Najee Murray étaient absents. Ils n'étaient pas à l'entraînement. J'ai demandé à Jason Matt s'il avait une mise à jour. Naturellement, Jason Matt, il ne donne pas beaucoup d'informations là, quand il vient le temps des blessés, mais juste la façon dont il a répondu, clairement, les présences de Quentin Arco et Najee Murray, on va voir s'ils seront présents lors de la rencontre de samedi contre Edmonton. Euh, Jason Bass a dit qu'ils allaient évaluer leur état de santé au cours de la semaine. Alors ça va être quelque chose à suivre là, à l'approche de la rencontre contre les Elks. Et Mustapha Johnson aussi, il me semble. J'ai lu qu'il n'était pas de l'entraînement, ça se peut-tu? Oui, oui, exact. Moustapha Johnson n'était pas présent. Il a quitté le match contre le Rouge et Noir. Ouais. Donc, lui aussi, donc, tu sais, ça fait quand même 3 partants, puis 3 joueurs de qualité là, sur l'unité défensive. En plus, il y a Tyrell Richards qui s'est entraîné à la position de secondaire intérieur à la place de Kanté Arcou. Mais écoute, je vais retourner à l'entraînement des Alouettes jeudi. Alors, j'ai hâte de voir justement si ces joueurs-là auront effectué un retour à l'entraînement. Tu as dit en début de podcast que les Alouettes ne perdent plus. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'est contre les Elks d'Edmonton. C'était à Mhm. Edmonton. Et ça tombe bien. Edmonton sera en ville cette semaine pour affronter les Alouettes. Ça se passera samedi à 15 heures. Didier, on rappelle le dernier match, les Alouettes l'avaient perdu en prolongation 32-29 lors de la semaine numéro 3. On Oui. se souvient, c'était de la pluie abondante. Là, ça donne des conditions quand même météo difficiles, ce match-là. Qu'est-ce qui va être à surveiller là, du côté des Alouettes? Qu'est-ce qu'on devra faire mieux pour enfin vaincre les Elks d'Edmonton? Ouais, parce que les Alouettes, tu sais, ils auraient pu facilement gagner ce match-là si, lors de la première demi, ils avaient terminé leur séquence avec des touchés. Parce qu'il n'y avait absolument rien qui fonctionnait du côté de l'attaque d'Edmonton lors de la première demi. Puis là, vers la fin, justement, du deuxième quart, eh bien, Sheldon Rankings, j'arrête pas de dire Sheldon Rankings, Johnson Ranking, oui, c'est mis en marche. Tu sais, puis on a raté des plaqués du côté de l'unité défensive. Ça s'est terminé par une séquence avec un toucher de Austin Mack. Puis là, ça a donné un regain de vie justement à Edmonton, juste avant de retraiter au vestiaire pour la mi-temps. La première chose du côté de l'unité défensive, là, que je me rappelle de cette rencontre-là, les plaqués ratés contre Rankin. Ça ne peut pas arriver. Jason Martin en avait parlé après la rencontre.
Ça, là, on avait Rankin dans le champ arrière à quelques reprises pour plaquer pour perte. Au lieu de ça, c'est devenu des gains de 20, 30 verges au sol en raison des plaqués qu'on a ratés. Ça, je suis certain que du côté de l'unité défensive des Alouettes, on va prendre ça comme un défi personnel, là. Parce que quand tu rates des plaqués de cette façon-là, puis tu laisses un porteur de ballon te passer sur le corps, ça vient te chercher. L'ego en prend un coup, ça vient te chercher dans ton fort intérieur. Alors moi, j'ai hâte de voir sa défense des Alouettes. Elle va rebondir dans cet aspect de jeu-là, en fait, de mieux plaquer un Rankin lorsqu'on va avoir l'opportunité de le faire. Et du côté de l'attaque, ça va être d'être opportuniste. Parce que d'une certaine façon, ça a coûté le match, là. La première rencontre de la saison à Edmonton, terminer les séquences avec des touchés. Comme on l'a fait contre Ottawa, c'est sûr que là, on va affronter une meilleure unité défensive en celle d'Edmonton, mais lorsqu'on se présente dans la zone critique, ça prend des touchés. Alors, j'ai hâte de voir si on pourra faire ça du côté des Alouettes. Parce que les Rough Riders de la Saskatchewan ont montré la recette, comment stopper les Edmonton la semaine dernière. On a limité Justin Rankin, puis on a forcé le Cody Fajardo à nous battre avec le jeu aérien. Puis tu vois, on est sorti avec la victoire du côté de Saskatchewan. En fait, Rankin, Didier, moyenne seulement de 25,3 verges à ses 3 derniers matchs. Edmonton au sol, c'est Mhm. 50 verges au sol en moyenne. Moi, je pense qu'Edmonton va vouloir courir à outrance pour justement garder l'attaque des Alouettes sur le banc. Mais je pense que si Justin Rankin, je pense que c'est la clé là, du côté des Elks pour que l'attaque fonctionne, pour qu'on gagne le match. Du côté des Alouettes, Justin Rankin, c'est la clé justement pour gagner le match, pour retrouver le ballon rapidement. Ouais, je ne suis pas surpris que Ranking est en perte de vitesse là, en termes de ses statistiques, parce que même lorsqu'il connaissait son début de saison qui était tout à fait éblouissant, la ligne à l'attaque d'Edmonton ne bloquait pas bien. J'en reviens encore au match des Alouettes, je crois que c'est vraiment un bon exemple. Combien de fois les joueurs des Alouettes se présentaient, étaient en mesure de transpercer la ligne à l'attaque d'Edmonton pour se présenter rapidement dans le champ arrière? Mais c'est Rankin, qui est en mesure de se débarrasser des plaqués, puis après ça, il allait chercher un game. Mais la ligne attaque, elle bloquait pas bien, là. C'est lui qui est en mesure de créer des jeux explosifs par lui-même. C'est ça qui était sensationnel de son début de saison. Alors là, ben, on le voit, là. Les unités défensives sont en mesure de le plaquer, puis cette ligne-là ne bloque pas mieux au sol. Mais Edmonton nous a démontré depuis le début de la saison qu'on est capable de gagner des matchs, pas juste avec Rankin, parce qu'il y a quelques semaines, Cody Fajardo a passé pour 500 Mhm. verges. Et oublie Mhm. pas, depuis que Cody Fajardo a été libéré par les Alouettes, Ouais. il a une fiche de 2 victoires, aucune défaite contre Montréal. Il était venu à Montréal au Cypress Molson l'année passée, tu t'en souviens, là. Puis Edmonton avait vaincu les Alouettes, il a complété une passe de toucher à Keandre Lundgren, un autre ancien de l'équipe montréalaise. Là, naturellement, il a inscrit le toucher victorieux en prolongation contre les Alouettes au début de la saison. Fait que tu sais que Cody Fajardo va connaître un bon match. La question est de savoir est-ce que Davis Alexander, ben, lui, sera encore meilleur? Parce que si la rencontre devient un shootout, si tu me permets l'expression, ben, j'ose croire que ça va être à l'avantage des Alouettes. Parce que s'il y a une chose qu'on sait, c'est que l'attaque aérienne, mis à part la rencontre d'il y a 2 semaines, ben, elle fonctionne à plein régime depuis le début de la saison. On dirait que Cody Fajardo, ses yeux s'illuminent là, quand il voit qu'il affronte les Alouettes. En plus, à Ouais. Montréal, je pense pas qu'il y a besoin d'une motivation supplémentaire là, pour ce match-là. Cody Fajardo et Austin Mack, même chose. Et Keon Jordan Grant, qui a tellement d'anciennes Alouettes Ouais, tout le qui ont monde. un impact en ce moment avec Edmonton. Les Alouettes fichent de 4-0 à la domicile cette saison, donc toujours invaincus. On rappelle l'affrontement, c'est à 15h, c'est samedi, Elsk contre Alouettes. Oui, Marc-André, je vais profiter de l'occasion pour inviter les gens afin de participer au tournoi de golf de la société Alzheimer de Montréal. Ça s'en vient en grand pas, hein? Le tournoi de golf qui va avoir lieu mardi, le 18 août, au club de golf Whitlock. Alors, on vous invite à y participer parce que c'est vraiment pour une bonne cause. La société Alzheimer ben, vient en aide, bien sûr, aux gens qui souffrent de troubles neurocognitifs, mais ça vient en aide également à leurs proches aidants. Et c'est vraiment important parce que la population est vieillissante. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent de troubles neurocognitifs. Ma mère souffrait d'Alzheimer. C'est la raison pour laquelle j'ai cette cause à cœur. Alors, on vous invite à participer au tournoi de golf. Vous voyez à l'écran mardi le 18 août au club de golf Whitlock. Je suis coprésident d'honneur du tournoi de golf, donc je serai présent. Et si vous n'êtes pas en mesure de participer au tournoi de golf, ben, je vous invite à aller sur le site de la Société Alzheimer de Montréal et de faire un don
parce que c'est réellement pour une bonne cause. Il y a plusieurs gens qui en ont besoin. Alors, allez faire un don si vous êtes en mesure de le faire. Alors, lors des derniers jours, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la carrière partante de l'équipe nationale de flag football canadienne, Sarah Parker, parce que les championnats du monde de flag football vont avoir lieu à partir du 13 août en Allemagne, autant du côté féminin que du côté masculin. Et ça va être une opportunité, une première opportunité pour les deux équipes canadiennes d'obtenir leur billet pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. On rappelle bien sûr que ça sera la première fois que le flag football sera présenté en tant que sport olympique. Et naturellement, ben, Sarah, elle a hâte au championnat du monde afin de tenter de mener l'équipe canadienne à une participation aux Jeux olympiques. Alors, je vous invite à écouter mon entretien avec Sarah Parker. Sarah, la première fois, lorsque j'ai un invité au podcast, j'aime ça savoir c'est quoi leur cheminement. Tu sais, quand est-ce que tu as commencé à jouer au flag football et de quelle façon ben, tu t'es rendu à être la carrière de l'équipe nationale du Canada? Ouais, ben, mon cheminement ressemble pas, au cheminement de plusieurs, athlètes. J'ai commencé en secondaire 1. C'était vraiment juste, pour avoir une autre occasion de jouer avec, mes amis. J'étais une athlète de ringuette principalement. Je jouais aussi au basketball au secondaire. Puis une fois que mes saisons étaient terminées, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, continuer à jouer, pendant la saison de printemps avec mes amis. Donc, je me suis dit, on se lance là-dedans. Je connaissais même pas ça encore. Puis ça l'a donné que j'étais celle qui lançait le moins mal le ballon. Donc, j'ai commencé corps arrière tout de suite à l'âge de 13 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai fini mon secondaire. Je suis allée au cégep. Il n'y avait pas de flag football à mon cégep à Champlain, à Saint-Lambert. Donc, j'ai pris un break pendant 1 an d'être étudiante athlète. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé fort pour créer, le programme de flag à Champlain. Donc, j'ai joué là pendant 2 ans et ensuite de ça, entrée à l'université pendant la COVID. On n'avait pas de flag football Hmm. universitaire. Alors, je me suis lancée sur le projet, du flag football universitaire. J'ai parti le programme de flag football à Concordia également. Donc, c'est ça. Attends une minute. Donc, tu C'était as de parti le programme à ton cégep au niveau collégial, puis ensuite de ça, tu ouais. as répété ça au niveau universitaire. Ouais, donc Wow! j'ai jamais été recrutée, en sortant de aucune de mes écoles. J'ai vraiment créé mon propre cheminement. Je voulais continuer à jouer, puis aussi, donner l'opportunité aux filles après moi de continuer à jouer, à leur école. Donc, ouais, puis ça l'a je me suis bien entourée. J'ai été vraiment chanceuse d'avoir des excellents coachs, puis c'est ça, avec beaucoup de travail on and off the field, beaucoup de travail d'administration, mais aussi, c'est ça, de mon propre cheminement d'athlète. Je peux dire aujourd'hui que je suis la carrière de l'équipe du Canada, ce qui est quand même, un gros accomplissement. Fait que je suis vraiment Ben fière. oui, Ouais. absolument. Ben, t'as raison d'être fier, Sarah. Wow! OK, ben écoute, je savais que ton cheminement était particulier, mais je ne savais pas à quel point. Donc, fait que toi, tu es prête pour travailler possiblement pour une organisation sportive, pour une équipe professionnelle ou pour une université une fois que ta carrière va être terminée, parce que tu as déjà de l'expérience. Ouais, c'est sûr que ce serait un grand rêve, mettons, de travailler pour le Comité canadien olympique. Mais aussi, j'ai étudié en thérapie du sport, donc je suis une thérapeute de sport Mhm. certifiée. Puis mon objectif, c'est vraiment de continuer à être impliquée dans le sport une fois que je suis une athlète retraitée. Donc, c'est ça. Ouais, bon, il te reste du temps avant ta retraite. Pour les gens qui ne savent pas, ben, tu donnes un coup de main également aux thérapeutes du sport des Alouettes lors de leur camp d'entraînement. Oui, j'ai fait ça, 2 étés, puis c'est ça, cette saison, j'ai décidé d'aller faire un tour, à Québec pour quelques jours aussi. C'est toujours le fun de voir les thérapeutes, travailler à un aussi haut niveau dans le sport. Ouais, puis ça fait combien d'années là, tu es membre de l'équipe nationale? Depuis, ma première apparition dans l'équipe nationale était en 2020 pour le International Bowl. C'était pas tout à fait une sélection, officielle. Ma première sélection officielle 2024, saison 2024 et 2025. Donc j'ai joué dans une coupe du monde, un World Games et une coupe continentale. Ouais, puis dis-moi, là, tu sais, ça fait longtemps là, que tu joues au flag, comme tu viens de le dire, tu avais commencé en secondaire 1, de voir à quel point ce sport-là a grandi. Tu sais, puis c'est un sport qui est extrêmement populaire
autant que du côté des hommes que du côté des femmes. Également, les filles jouent à un bas âge, c'est comme toi, comme tu l'as fait. Euh, Puis de voir que ce sport-là, ben, est devenu un sport olympique maintenant. Tu sais, c'est quoi ta réaction face à l'essor du flag football? Ben, j'ai été vraiment chanceuse de pouvoir grandir avec le sport. Donc je pense que j'ai eu la chance vraiment hem, de witness, dans le fond, la progression du sport, heu, en comme moi-même en personne. J'ai fait partie de la première saison ever universitaire, puis j'ai fait partie de l'équipe après la première année du programme de haute performance qui a été développé par Football Canada. Donc c'est beaucoup de premières, puis c'est sûr qu'aussitôt qu'on a eu l'annonce que, le flag football allait être aux Olympiques, j'étais sans mots pour vrai. On se La communauté de flag, les filles, on s'est toujours battues pour avoir des opportunités pour jouer, puis d'avoir la reconnaissance de notre sport. Puis je dirais qu'à ce moment-là, c'était vraiment comme historique pour nous de se dire: «Hey, enfin, on n'a pas besoin de créer nos propres opportunités, de travailler fort», puis que là, dans le fond, c'est vraiment juste, un c'est comme un gros reward pour nous d'être capable de se dire: «Ben, Ouais. maintenant, on a Belle vraiment cette récompense. reconnaissance-là», puis une belle récompense exactement. Puis, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent avec ça aussi. Oui, définitivement. Ben là, justement, tu sais, tu viens de parler des Jeux olympiques. Les championnats du monde de flag football vont avoir lieu en Allemagne. Ça va commencer le 13 août, autant du côté des femmes que du côté des hommes. Ça va être une occasion pour vous, la première opportunité d'aller chercher votre billet justement pour les Jeux olympiques de Los Angeles qui auront lieu au cours de l'été 2028. Parle-nous là justement là, de comment tu anticipes ce tournoi-là, les championnats du monde. Ben, c'est sûr que quand on se qualifie, pour les championnats du monde, on est parmi les meilleures équipes au monde. Donc c'est de s'attendre que de s'attendre à n'importe quelle situation, de savoir que, tous les pays qui sont là vont nous donner un bon match. Puis c'est vraiment de faire confiance à notre préparation, à nos coachs, au game plan, puis, je pense qu'on est prête pour tout, vraiment. Puis on croise les doigts pour, avoir le résultat qu'on veut, ce qui est la médaille d'or. Oui, ben c'est ça, vous faites partie des meilleures équipes sur la planète en termes de flag football. Mais pour les gens qui connaissent pas beaucoup le sport, quels sont les autres pays là, qui sont des superpuissances au flag football et puis avec qui vous allez rivaliser lors des championnats du monde? Ouais, donc l'équipe mexicaine a, gagné la médaille d'or aux World Games l'été dernier. Nous, on a remporté la médaille de bronze. Hem, Ensuite de ça, à la coupe continentale, un peu plus tard, l'été dernier aussi, on les avait dans notre pool, puis on les a upset. Ce qui a fait en sorte Mhm. que c'était la première fois que le Mexique et les États-Unis se rencontraient avant le match de la finale. Donc juste ça, c'était comme un moment historique. Et là, on s'est ramassé contre le Mexique en finale, heu, au Panama pendant la saison des pluies. Puis malheureusement, on n'a pas eu la chance de terminer notre match à cause, des conditions météorologiques. Et ça Mhm. l'a fait en sorte que, étant donné que le Mexique menait à la demi, ben, elles ont remporté le match. Ce qui était vraiment un moment C'était vraiment un moment crève-cœur pour nous. Tu sais, on sait comment perdre, on sait comment gagner parce qu'on est des athlètes, mais jamais qu'on s'est fait enlever une finale. C'était comme un moment Ouais. vraiment difficile à vivre en équipe. Mais on se dit que, cette année, à la coupe du monde, on devrait les rencontrer en demi-finale. Et on se dit, là, c'est notre time to shine, là. On va leur montrer ce qu'on est capable de faire, puis, de leur montrer ce Payback, que comme ça on dit. aurait dû être le résultat. Ben, un petit redemption, tu sais, un petit redo. Ouais. Ça va nous faire du Ouais. bien de pouvoir jouer un match complet contre elle. Ouais, ben, en tout cas, je vous souhaite d'être en mesure de les affronter durant le tournoi, puis bien sûr de gagner la victoire là aussi, de les éliminer et de vous rendre en finale. Dis-moi, il y a combien d'équipes qui vont être en mesure d'obtenir leur billet pour les Jeux olympiques durant le tournoi des championnats du monde? Est-ce que c'est seulement l'équipe qui remporte la médaille d'or? Non, dans le fond, il y a 3 billets qui, sont remis cette année. Mais là-dedans, on inclut les États-Unis qui est le Le pays pays hôte. hôte? Donc Ouais. oui, exact. Donc, elles ont automatiquement un billet. Donc ça va être les 2 meilleures équipes, du tournoi excluant les États-Unis. Donc on comprend que si les États-Unis se rendaient en finale,
ce serait la première équipe, la première position et la troisième position qui aurait le Mhm. billet olympique. Pour les trois autres billets, parce que dans le fond, c'est juste 6 pays qui peuvent assister, ben, jouer aux Jeux olympiques. Ça va être vraiment déterminé. Il va y avoir la Coupe continentale l'été prochain. Il va falloir qu'on finisse dans une certaine position pour, après ça, se qualifier pour la Q-Series qui est en 2028, donc juste quelques semaines avant les Jeux olympiques. Puis d'ailleurs, ça se joue soit à Orlando ou à Montréal. Fait que ce serait vraiment le fun de pouvoir ben, assister. On espère qu'on va assister au Ouais, match à c'est ça, Montréal. là. Mais si jamais il y a des fans de flag football ou des nouveaux fans de flag football, des gens qui veulent en apprendre plus, on devrait avoir des matchs super intéressants qui se jouent à Montréal en 2028. Donc, c'est ça. Les trois autres billets vont être déterminés pendant la Q-Series. Puis c'est ça, les 6 équipes. Ben, Sarah, et on va te souhaiter, en fait, à toi et à toute l'équipe d'être en mesure d'obtenir votre billet dès ce mois-ci en Allemagne. Je répète, les championnats du monde de flag football masculin et féminin vont avoir lieu à partir du 13 août en Allemagne. Alors, je vous souhaite d'être en mesure d'aller chercher votre billet, puis comme ça, ben, vous allez pouvoir relaxer lors du tournoi l'été prochain, ben, en fait en 2028 plutôt, lorsqu'il sera présenté à Montréal, déjà avec votre billet olympique dans votre poche d'en arrière. Fait que Sarah Parker, écoute, je te remercie de m'avoir consacré de ton temps. Je sais que tu vas quitter au cours des prochains jours, justement, pour l'Allemagne. Fait que je te souhaite la meilleure des chances lors du tournoi. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. C'est très agréable. Nous avons lancé notre pool 2026 NFL. On vous invite à y participer. Le lien est dans la description. Puis j'ai également mis le lien sur les comptes des réseaux sociaux du podcast, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Alors c'est simple, à toutes les semaines, on vous invite à sélectionner quelle équipe va remporter son match au cours des rencontres présentées à travers la NFL. Puis on va comptabiliser tout ça toutes les semaines. On va publier le classement lors des épisodes du podcast. Alors, encore une fois, on vous invite à participer au pool NFL 2026 du podcast Le Sac du Cœur. Et il y a également le lien dans la description de l'épisode sur la page YouTube. Et encore une fois, partagez ça avec vos amis qui sont des mordus de football. Et si vous avez remarqué, on roule à 2 podcasts par semaine depuis quelques semaines. Didier, c'est parce qu'on fait des Mhm. aperçus, là, des avant-goûts des divisions de la NFL en vue de la prochaine saison. On invite les gens à regarder ou à regarder ou à aller rattraper là, ces aperçus de division-là. C'est un exercice assez intéressant. On met ça en ligne les lundis, les divisions, puis on a notre podcast régulier les mercredis. Donc, on roule à 2 podcasts par semaine. Didier, je dors plus là, depuis quelques semaines. Ouais. Ben écoute, on en a déjà fait quoi? 5? 5 Oui. avant-goûts de division, là. Je pense qu'il nous en reste juste 3, là. Mine de rien, tu sais, on est rendu le 5 août. Le début de la saison régulière de la NFL approche à grands pas. Alors, comme Marc-André le disait, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ou d'écouter un des avant-goûts de division qu'on a fait, ben, on vous invite à aller le faire. Et parlant de football qui approche, en fait, il y aura du football ce Mhm. jeudi. Didier, il y aura du football. Le fameux Oui. match du temple à renommée, là, le premier match préparatoire de la saison, c'est ce jeudi entre les Panthers et les Cardinals de l'Arizona. On va honorer Luke Kuechly, entre autres, et Larry Fitzgerald, les deux grandes vedettes là, de ces deux formations-là. Ce sera un duel intéressant entre Kenny Pickett et Carson Beck, Didier. Mhm. Premier match de football. Ouais, Premièrement, vas-tu le regarder, ce match-là? non, je vais regarder les faits saillants, mais c'est pas vrai que je vais prendre mon jeu d'histoire du mois d'août. Hein, l'été tire à sa fin afin de regarder Carson Beck contre Kenny Pickett. D'aucune façon. À tous les ans, c'est ça. Là, le premier match préparatoire, le match du Temple de la Renommée, il y a de l'enthousiasme, on voit les joueurs avec leur uniforme pour la première fois. Là, tu te rends compte, il y a un manque de cohésion complet. En plus de ça, ce ne sont même pas les partants qui jouent. Ça me fait penser au premier match préparatoire. Là, à tous les ans des Alouettes, on est content de les revoir en uniforme. Là, t'es comme, ouf, ok, ouais, c'est vrai. Il y a un manque de cohésion. Ça fait juste 2 semaines qu'on est à l'entraînement. Les matchs préparatoires, on s'entend là. Peu importe la ligue, c'est jamais le meilleur des spectacles. Alors, je vais regarder les faits saillants le lendemain matin de la rencontre. Je pense que ça va être suffisant. Mais je veux voir quand même
Carson Beck, moi, j'étais pas un fan de lui à l'Université de Miami, également dans les rangs universitaires lorsqu'il jouait à Georgia. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais personnellement, j'ai pas des grandes attentes face à Carson Beck. On dit qu'il connaît un bon camp en passant, Carson Beck. Là, et ça s'est replacé. Ça a été difficile au départ, mais on dit qu'il y a eu quelques entraînements là, qui a été vraiment bon. Carson Beck chez les Ouais. Cardinals, je ne dis pas qu'il va être le partant d'entrée de jeu. Mais ça, moi, je suis. Écoute, les Cards, on est tellement mauvais, on va être tellement mauvais cette saison que je pense qu'il y a de fortes chances qu'on voit Carson Beck là, à un moment donné dans cette saison-là obtenir un départ. Parlons maintenant des Ben, Falcons Marc-André, d'Atlanta. Oui, vas-y. ouais, ben vite, vite, ça me fait penser, ce que j'ai à dire, c'est ça, comme tu as dit, les Cardinals, on anticipe qu'ils vont être une des pires équipes de la NFL. Ben, là, lui, s'il paraît bien contre une des pires équipes de la NFL lors des entraînements, ça veut dire quoi? Ça me fait penser Ouais. à lorsque Drew Willy était devenu carrière partant des Alouettes. Là, j'oublie c'est quelle année, là, c'est durant là, les 5 saisons consécutives sans éliminatoire. Puis, j'oubliais qui on anticipait qu'il allait être le carrière partant. Finalement, ça avait été Drew Willy. Ça avait été une surprise, c'est à la fin du camp d'entraînement. Je veux dire de quoi, Drew Willy, là, il avait l'air d'Anthony Calvio durant les séances d'entraînement, là. Écoute, précision de ses passes, le doigté sur les longues passes et tout, il paraissait vraiment bien. Jusqu'au premier match de la saison régulière. Puis là, c'est là qu'on a réalisé, les gens qui couvraient les Alouettes à l'époque, on était comme, ouf, OK, ouais. Il s'entraînait contre la défense des Alouettes. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il paraissait bien. Je crois que les Alouettes ont fini avec une fiche de 3-15 cette année-là. Mais dès que les matchs, dès que la saison régulière a commencé, c'est ça, c'est pénible pour Drew Willy, pour l'équipe au complet. Donc, on va garder ça en tête pour Carson Beck, là, qui paraît bien lors des entraînements. Il ne faut pas oublier contre qui il s'entraîne aussi. Là. Les Falcons d'Atlanta ont sorti le chéquier lors de la dernière semaine. Ils ont signé deux piliers. D'abord, Mathieu Bergeron, qui a Mhm. signé une prolongation de contrat de 4 ans de 96 millions de dollars. Et Bijan Robinson, qui a signé une prolongation de contrat de 3 ans et d'une valeur de 75, qui pourrait aller jusqu'à 75 millions de dollars. Parlons d'abord de Mathieu Bergeron, Didier. Il devient le garde le mieux payé de la NFL à égalité avec Tyler Smith. Ah oui, puis on le voit sur les photos, du moins sur la photo précédente, là, il avait le sourire, là, on parle d'un sourire de 96 millions de dollars. Félicitations à Mathieu. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, ben, j'étais tellement heureux pour lui, parce que je le sais, tu sais, ça fait des années, là, lors des 2 dernières années, lorsque je l'ai interviewé, tu sais, il me disait, oui, tu sais, j'aimerais ça obtenir une prolongation de contrat, parce que là, tu parles d'argent qui va complètement changer sa vie, là. Tu sais, pas juste sa vie à lui, la vie de ses enfants, puis même de ses petits-enfants, mais le cheminement de Mathieu Bergeron, la fierté de Victoriaville, son passage à Syracuse, c'est toute une histoire. Là. Le fait qu'il est devenu un des meilleurs joueurs à sa position dans toute la NFL, ben, chapeau à Mathieu. Félicitations pour ta prolongation de contrat. Puis encore une fois, ça poursuit dans le chemin que des joueurs comme Laurent Duvernay-Tardif, Anthony Auclair, euh, les jeunes Québécois. Maintenant, ils utilisent ces joueurs-là comme modèle. Tu sais, Benjamin Saint-Just, les Québécois qui sont en mesure de se rendre dans la NFL, ça a vraiment un impact au niveau des jeunes footballeurs qui se disent, ben, regarde, si Mathieu Bergeron est en mesure de jouer dans la NFL, de dénicher ce genre de contrat-là, ben moi aussi, je peux le faire. Donc, ça sert de motivation de voir quelqu'un qui vient du Québec connaître du succès dans la NFL. Encore une fois, félicitations à Mathieu Bergeron. C'est amplement mérité. Et c'est tellement un bon gars en plus. On ne peut pas parler à un meilleur être humain Oui. que Mathieu Bergeron. Oui, puis il redonne à la communauté, que ce soit au Mhm. Québec, dans la région de Victo, à Atlanta aussi. Tu sais, je vois ses publications lorsqu'il participe là, à des œuvres là, dans la communauté à Atlanta. Donc, tu l'as dit, ouais, c'est vraiment une bonne personne. Puis, ben, il y a B. John Robinson pour qui il bloque, qui est devenu maintenant le porteur de ballon le mieux payé de toute la NFL. Écoute, on a récompensé tout le monde là, du côté des Falcons. Mathieu Bergeron, Bijan Robinson, souviens-toi plutôt au cours de la saison morte. Carl Pitts également, Drake London ont signé des prolongations de contrat, mais demeure un gros point d'interrogation à la position de carrière. En plus de ça, Michael Penix et toi, la semaine dernière, les deux étaient blessés. Hey, on a dû mettre sous contrat un Cooper Rush, Marc-André, parce qu'on n'avait Mhm. plus de carrière, là, on n'avait pas suffisamment de carrière pour faire les séances d'entraînement. En tout cas, on va voir quel genre de saison les Falcons vont avoir, mais on a remis sous contrat tous nos piliers. Alors, encore une fois, félicitations à Mathieu Bergeron.
pour conclure sur Bergeron, avec son salaire de 24 millions par année, il devient l'athlète québécois le mieux payé, tout sport confondu. Il devance maintenant Lou Gansdorf, qui Ah était oui, à 17, quelques millions par année. Tu as parlé des modèles des jeunes au football, Lou Gansdorf, Ben Mathurin, Olivier Maxence Prosper, c'est la même chose au basket. Pour Bijan Robinson, Didier, j'aimerais oui. t'entendre. Le 51 millions d'argent garanti, ça c'est moins en passant que Jeremiah Love. Mais ceci dit, Jeremiah Love, c'est pas de sa faute. Il a été un troisième au total, ça venait avec. Mais t'as pas été un peu surpris du montant? Je trouve que c'est. Tu vas me dire qu'un porteur de ballon, c'est ça. Il devient le porteur de ballon le mieux payé de façon annuelle. Mais moi, j'aurais pensé que Bijan Robinson, là, ce qu'on disait là, qu'il allait vraiment réécrire ou comment, je sais pas comment le dire en français, resetter là, la barre, là, ou mettre à Ouais, niveau le la barre marché. pour le porteur de ballon. On dirait que ça me laisse un peu sur mon appétit. On a d'autres nouvelles de receveurs de passe qui ont signé avec de l'argent garanti là, qui va au-delà de ça. Quand on parle de meilleur joueur de la NFL, Bijan Robinson, il est dans la conversation. Puis les salaires, Didier, ben, ça se transpose pas là, au niveau salarial. Je trouve quand même, ça m'a laissé sur mon appétit un peu ce contrat-là. Même Jahmyr Gibbs, il a dû se dire, mais je pensais que tu allais avoir plus, buddy. Ouais, ouais. Ben, écoute, j'allais soulever ce point, mais j'attendais qu'on parle de la prochaine nouvelle qu'on a. Ben, aussi bien mieux OK. d'en parler pour faire la comparaison. Zay Flowers, il a signé une prolongation de contrat avec les Ravens de 4 ans pour 140 millions de dollars. Donc, le salaire annuel de Zay Flowers est plus élevé que celui de B. John Robinson. Comme tu l'as si bien dit, B. John Robinson, c'est un des meilleurs joueurs de toute la NFL. Mais ça fait des années que c'est comme ça pour les porteurs de ballon. Ils sont sous-payés. C'est comme ça, on ne veut pas reconnaître l'importance qu'ils ont. Écoute, c'est quoi Barkley avec tes Eagles? Tu ne peux pas me dire Mhm. que ça fait du sens que, que Zay Flowers empoche plus d'argent annuellement que Saquon Barkley ou B. John Robinson. Parce que ces deux joueurs-là sont beaucoup plus importants. Ils ont un plus grand impact. En position de receveur de passe, tu vas toucher au ballon quoi, 6-7 fois par match. Puis, tu sais, ça va être une bonne rencontre là, si tu as 7 réceptions lors de la rencontre. Alors que le porteur de ballon, ben, naturellement, va courir avec le ballon peut-être une vingtaine de fois, ajouter 6-7 réceptions en plus. Puis quand tu as un porteur de ballon de qualité, comme Robinson et Saquon Barkley, ben, dès la première rencontre de l'unité défensive durant la semaine de préparation, de qui tu penses qu'on parle? On parle d'arrêter Saquon Barkley. On parle d'arrêter B. John Robinson pour augmenter nos chances de gagner. Tu commences pas le meeting en disant Hey, on affronte les Ravens de Baltimore, il faut absolument arrêter Zay Flowers. Non, mais c'est ça, dans la NFL, ça n'a pas de sens qu'il y a même des receveurs numéro 2 qui sont mieux payés que les meilleurs porteurs de ballon de la ligue. Moi, je n'ai jamais compris ça. Puis un autre exemple, là, je suis parti, là, tu vas dire que je mens pas, mais Travis Kelce. Pendant des années, Travis Kelce n'était pas juste le meilleur ailier rapproché de la NFL. Il était un des meilleurs receveurs de passe. Puis l'importance qu'il avait pour les Chiefs de Kansas City, qui était la meilleure ou une des meilleures équipes de la NFL à cette époque-là. On s'entend qu'il était un des piliers, possiblement le deuxième joueur le plus important au sein de l'équipe après Patrick Mahomes ou peut-être le troisième là, si on inclut Chris Jones. Ben, à cause que c'est un ailier rapproché, ben, on le payait comme un ailier rapproché, mais il méritait d'être payé aussi bien qu'un des meilleurs receveurs de passe de la NFL à raison de sa production. Parce que sa production était aussi bonne en termes de verges de toucher que les meilleurs receveurs de passe de la NFL. Donc, c'est ça qui ne fait pas de sens, moi, à mes yeux, depuis toujours, du côté de la NFL. Comment on paye les joueurs, c'est selon leur position et non par rapport à l'impact qu'ils ont sur l'équipe au complet ou même à leur classement en tant que meilleur joueur dans la NFL. On nous va juste en raison, on les rénumère juste en fonction de la position qu'ils jouent. Moi, je trouve ça très bizarre. 108 millions garantis. L'argent garanti, les joueurs, on regarde beaucoup ça maintenant. C'est un chiffre important lorsqu'on signe un contrat. 108 millions garantis, c'est plus que le double d'argent garanti de Bijan Robinson. Oui, C'est fou. C'est complètement oui. fou. C'est Ben, sûr, c'est je ça peux pour Zay Flowers. Ouais. Exact. C'est sûr que je peux comprendre le risque avec un porteur de ballon est plus grand de la part des équipes. C'est sûr que les carrières sont moins longues, mais juste c'est probablement Bijan Robinson, ça va être son plus gros contrat dans sa carrière, assurément, selon moi. Mhm. Mais c'est fou à quel point de penser. Tu sais, Zay Flowers, c'est un bon receveur. Je tiens à dire que c'est le receveur numéro 1 des Ravens en ce moment.
avec ce contrat-là, là, il a le même contrat que Justin Jefferson en ce moment. Ça, c'est quand même assez fascinant. Quatrième receveur le mieux payé en termes de moyenne annuelle. Oui, il arrive à 2 saisons consécutives de 1000 verges, plus de 1200 en 2025, mais je pense que les Ravens, c'était un besoin. Là. C'est pas un grand receveur numéro un, Zay Flowers, mais du côté des Ravens, si on extrait Zay Flowers de la formation des Ravens, on fait dur là, à la position de receveur de passe. C'était un besoin du côté des Ravens. Content pour Zay Flowers, je pense que c'est un bon receveur, mais c'est fou à quel point qu'on parle d'un bon receveur versus un porteur de ballon élite, voire le meilleur porteur de ballon là, de la NFL, à lui puis Jahmyr Gibbs. Puis je m'attends à ce que Jahmyr Gibbs, là, ça sera autour de ça, peut-être 1 ou 2 millions de plus annuellement, je sais pas, mais parce que le deuxième Mhm. risque d'avoir plus d'argent que le premier. Mais sûrement que Jahmyr Gibbs, le camp Gibbs ont été déçus en voyant ça. Sûrement que les Lions sont comme fait, hmm, c'est une bonne chose peut-être. Là. On l'aura peut-être finalement pas trop cher. Ben, pas trop cher. On va l'avoir quand même à un juste prix, Jahmyr Gibbs. Il va pouvoir, d'ailleurs, qui est pas, toujours pas au camp d'entraînement des Lions en ce moment. Là, il attend justement son nouveau contrat. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Si j'avais un fils, là, d'aucune façon, je lui permettrais de jouer à la position de porteur de ballon. C'est une des positions les plus taxantes physiquement. Dès qu'on te remet le ballon, tu te fais plaquer par quoi? 3, 4 joueurs, si c'est pas 5, 6, même en même temps. Comme on l'a dit, la longueur de la carrière de porteur de ballon, elle est plus courte en moyenne que celle de d'autres positions. En plus de ça, tu n'es même pas rémunéré à ta juste valeur. Même les Alors, joueurs de oui, c'est un ligne gros montant gagnent d'argent. plus. Oui, oui, c'est ça. Les porteurs de ballon, ça fait longtemps que ça dure. Tu sais, qui sont sous-payés d'une certaine façon, là. Tu sais, c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais écoute, il semble que la tendance ne va pas changer, mais c'est ça, ça fait pas de sens. Bref. Chris Olave, lui aussi, a signé une prolongation de contrat avec les Saints de 4 ans pour 132 millions de dollars. Lui aussi, là, c'est une bonne nouvelle. C'est un gars qui n'a pas été épargné par les blessures, les commotions au cours des années. L'année dernière, hein, avait terminé avait conclu la saison. Là, on avait trouvé un caillot de sang. Là, mais on dit qu'il est à 100% pour amorcer la saison. C'est une bonne nouvelle pour Chris Olave. C'est un receveur qui est. C'est un meilleur receveur que Zay Flowers. C'est un receveur numéro un, si tu veux mon avis. Lorsqu'il est sur le terrain, et de récompenser un gars qui ne l'a pas eu facile depuis le début de sa carrière, ben, je trouve que c'est une bonne nouvelle dans son cas. Ouais, mais son historique de commotion cérébrale, là, tu sais, on parle de blessures à la tête. Moi, j'ai été surpris de voir que les Saints se sont engagés pour 4 ans, 132 millions de dollars. Parce que du moment qu'il subit une autre commotion cérébrale, Chris Olave, tu sais, ça pourrait être la fin. Souviens-toi, il y a 2 ans, l'année passée, parfait, il n'a pas subi de commotion cérébrale, tant mieux, ça c'était une bonne nouvelle. Mais il y a 2 ans, il avait subi 2 graves commotions cérébrales, là, en l'espace d'1 mois, si je me souviens bien. Puis même, il a subi des commotions cérébrales lorsqu'il jouait dans les rangs universitaires. Tu sais, puis à ce moment-là, il y a 2 ans, on craignait pour la suite de sa carrière. Donc, avec les blessures à la tête, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Alors, tant mieux pour lui, il a ce contrat-là, puis j'espère qu'il ne va pas souffrir d'autres commotions. Mais du côté des Saints, de s'engager comme ça, à ce montant-là, ça m'a surpris, là, compte tenu l'historique de blessures du côté de Chris Olave. Mais écoute, Marc-André, on a sauté une autre prolongation de contrat, hein, celle de Baker Mayfield. En fait, pas vrai. C'est pas de prolongation de contrat, en fait, parce que les négociations sont rompues entre Baker Mayfield et les Buccaneers de Tampa Bay. Je ne sais pas si tu as vu Baker Mayfield lorsqu'il s'est adressé aux médias. Il était vraiment pas content là, du fait que, ben, selon lui, l'offre que les Buccaneers lui ont fait, ben, il a pris ça comme une claque au visage. Il a dit que c'était un manque de respect. Exactement, il va être payé. Il disait surtout que on dit entre les branches, même on s'entend pour dire que Baker Mayfield, c'est un quart de concession. Il en a tellement fait pour l'organisation des Bucks au cours des dernières années, puis il veut être reconnu à sa juste valeur. C'est un gars un peu, c'est drôle, hein, parce qu'au départ, il avait dit, OK, je ne ferai pas de vague avec ça, je vais disputer la saison, je vais devenir joueur autonome avec l'année prochaine, pas de problème, je vais me prouver, je vais prouver au monde entier ce que je vaux. Finalement, là, on le voit quand même un peu amer là, de tout ça, finalement, en conférence de presse, Baker Mayfield. Je pense qu'il l'a un peu en travers de la gorge, mais écoute, j'ai hâte de voir là, parce que Mhm. Baker Mayfield avait quelque chose à prouver. Ça pourrait faire des flamèches cette saison avec les Bucks. Ouais, puis il y a les Buccaneers qui, eux, n'ont pas apprécié là, de la façon que ben, Mayfield a parlé de ça ouvertement aux médias.
Puis c'est bien que du côté des Bucks, on dit qu'on lui a fait une offre avec un salaire moyen de 50 millions de dollars par année et qu'il a refusé ce contrat-là, mais c'était seulement pour 2 ans. Et Mayfield, lui, voulait une entente d'au moins de 3 ans. Alors, du côté des Buccaneers, moi, je trouve que ce sont des signes qui indiquent Ouais. qu'on n'est pas sûr de la formation qu'on a. Tu sais, on sait que Todd Bowles est sur un siège éjectable déjà. Puis là, on ne veut pas s'engager envers Baker Mayfield. Est-ce que c'est parce qu'on se Et dit, ben Vita écoute, Vea. on veut. Ouais, Vita Vea, lui, qui a demandé à être échangé Même dès la chose. première journée du camp d'entraînement. Ouais, c'est ça, parce qu'il veut un nouveau Tout sans contrat. boîte. Donc, est-ce que du côté. Ben, c'est ça, Marc-André. Est-ce qu'on est du côté de l'organisation des Bucks, on préfère voir qu'est-ce qui va arriver cette année, et puis si on participe aux éliminatoires, on va faire un ménage complet? On dirait que c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en Mhm. penses, mais clairement, on a une réticence à donner des prolongations de contrat à nos vétérans qui, pourtant, nous ont grandement aidés lors des dernières saisons. Clairement, on est un peu comme, c'est quoi, c'était l'apôtre Thomas, là, qui voulait voir avant de croire. C'est un peu ça, les Bucks Oui, cette année. Je pense que c'est un peu ça que oui, l'organisation veut faire, là, veut voir avant de créer sur le terrain, là, avant de donner des oui. prolongations de contrat à qui que ce soit. Oui, définitivement. Mais pour Baker Mayfield, je comprends sa frustration parce que là, ce qui est arrivé à Tampa Bay, là, tu sais, c'était dans l'après Tom Brady. De remplacer Tom Brady, c'est vraiment pas facile. Puis il l'a fait de brillante façon. Il y a 2 ans, il a complété une quarantaine de passes de toucher. Bon, l'année dernière, il a été ennuyé par des blessures. Donc, je peux comprendre la frustration ressentie par Baker Mayfield. Mais bref, je trouve que tout ça ensemble, ça sent pas bon à Tampa Bay. Est-ce qu'on va pouvoir rester concentré et gagner des matchs, sachant très bien que Bowles est sur un siège éjectable, possiblement que Baker Mayfield aussi est sur un siège éjectable. Tu sais, dans le vestiaire, c'est Mhm. sûr que ça doit se parler. Alors, c'est ça, là. On va surveiller ça du côté des Bucks. On va garder ça en tête lorsque la saison régulière sera commencée. Malik Neighbors, lui, il est de retour sur le terrain et on a vu des images à l'entraînement. Ça va beaucoup mieux son genou, là, comparativement à ce qu'on avait vu lors d'un match de balle molle Ouais. promotionnel ou caritatif là, il y a quelques mois. Oui, oui, ben oui, écoute, il avait de la misère à courir pour se rendre au premier but. Mais là, on l'a vu, il ne participe pas aux périodes de 11 contre 11 lorsque l'attaque pratique contre l'unité défensive. Mais toutefois, il participe aux exercices avec les receveurs de passe. Puis comme tu l'as dit, on l'a vu, là, courir entre les cônes et tout. Il y a eu de changements de direction vifs. Il avait l'air du Malik Neighbors qu'on a vu. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour les Giants de New York. Et pour mon pool également, je crois que je vais keeper Malik Neighbors. Finalement, j'étais Ressenti un dans grand soulagement? l'incertitude. Oui, exact. Oui, Un grand soulagement de le voir courir comme définitivement. ça. Plus que Rashi Rice en passant. Là. Je sais pas si tu as vu Rashi Rice, ça a l'air difficile. Ah ben, c'est ça qui arrive lorsque tu fais opérer un genou puis tu te retrouves en prison après, quand tu es supposé aller voir le physiothérapeute. Il n'y a pas de physiothérapeute en prison. Ben, c'est ça. Mais ça a l'air qu'il y en C'est ce que avait ça un. donne. Ah oui, en prison, il y en avait un. Mais ça a Ben, l'air qu'il y a j'imagine eu que c'est des pas une soins. prison Il pouvait en maximale. prison. Ouais, c'est une prison. Il Ah pouvait ouais. voir un docteur ou quelque chose. Avoir des rendez-vous, S'il y bref. avait des visites conjugales dans cette prison-là aussi. Je sais Ce genre pas. de Je prison-là. sais pas. C'est Je sais sécurité pas. minimale. En tout cas, bref, peu importe. Je vais aller en prison, j'ai pas l'intention d'y aller pour découvrir comment ça fonctionne exactement. Touche du bois, on verra jamais là. Mais vu qu'on parlait des Giants, je sais pas si tu as vu vite, vite, lors d'un entraînement, lors des Les derniers New jours, York Jackson Dart. Giants. Ouais, On mais est les Jackson New Dart York a commencé. Giants. Les Giants. Non, ben, On est nous, non, là, les New York Giants. On est euh, les ça Giants. arrive de où ça? C'est C'est John de où ça? Harbaugh, son Ça me speech de passe par-dessus la tête. motivation. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah mon Dieu. Ouais. Et je l'avais effacé de ma mémoire, là. Tu m'avais envoyé la vidéo, là. Tu m'as texté la vidéo, ouais. Mon Dieu. Puis les joueurs ne réagissaient pas. Ouais. Les joueurs dans la salle de conférence, ils le regardaient comme OK, es-tu correct? Ouais. On est les New York Giants. Ben oui. Ah. Ça avait l'air fou. En tout cas, ben John Harbaugh, il s'est entretenu avec Jackson Dart. Parce que Dart a commencé une bagarre lors d'un entraînement. Puis John Harbaugh a vraiment pas aimé ça. Puis Jackson Dart, encore une fois, tu sais, on parle des signes par moment d'immaturité de sa part. Tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines. Ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est carrière partant, man. Tu peux pas commencer des bagarres durant les entraînements. Parce qu'on s'entend, quand tu es carrière,
Tu sais, tu portes un chandail rouge lors des entraînements. Tout le monde sait qu'on ne peut pas te frapper, on ne va pas te plaquer. Là, tu as commencé une bagarre. Tu es supposé être le leader de l'équipe. Tu sais, ça ne peut pas arriver, ce genre de choses-là. Alors, c'est ça. Tu sais, Cam Scadebo, avec son saut périlleux arrière raté l'autre jour, John Arba a dû lui parler. Il lui a dit qu'est-ce qu'il pensait de ça. Là, Arba a dû rencontrer Jackson Dart. Ça, c'est supposé être deux des leaders en attaque là, du côté des Giants. Je vais juste mentionner ça. Mais encore une fois, il y a du chemin à faire en termes de maturité pour ces deux joueurs-là qui sont très talentueux. Ça a été une entre-saison, pas de tout repos, en tout cas pour Dart. Et tu t'en souviens, ça avait commencé, là, il avait été présenté Donald Trump là, dans un ralliement, peu importe les opinions politiques. Là, puis par la suite, il y avait une chicane avec Abdul Carter sur les réseaux sociaux. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. Là. Il a fait des manchettes, disons, Jackson Dart. Durant la saison morte, c'est peut-être pas une bonne chose là, quand tu es le carrière de concession d'une formation de la NFL de New York en plus de ça. Maintenant, Alors, deux c'est ça, il nouvelles. doit comprendre qu'il est le visage de la concession. Puis en tant que Exact. carrière, il y a certaines choses, et en tant que visage de la concession, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tout simplement, que tu dois te tenir à l'écart de ça. J'espère qu'il va comprendre ça éventuellement, là. Deux nouvelles des Bears de Chicago. Maintenant, une moins bonne et une bonne. La moins bonne, c'est que le maraudeur Kobe Bryant va être absent pour une durée de 8 à 10 semaines, blessure à un genou. C'est un gars hyper important dans cette tertiaire-là, Didier. C'est un dur coup pour les Bears. Oui, on l'a mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes, anciens joueurs des Seahawks de Seattle. Tu viens de le dire, là, c'est une grosse perte. Puis la défense des Bears, je ne suis pas certain là, qu'elle ait amélioré comparativement à l'année dernière. Déjà qu'elle n'était pas bonne, elle était secrètement mauvaise, comme je le répétais, la saison dernière. Puis là, on perd Kobe Bryant. On sait qu'on a repêché Tinnerman d'Oregon, un autre maraudeur. Mais on ne peut pas se permettre là, de perdre des partants du côté de cette défense-là qui est suspecte, selon moi. Le bloqueur Darnell Wright, lui, a signé une prolongation de contrat de 4 ans d'une valeur de 116 millions de dollars. Il devient le bloqueur à droite le mieux payé de l'histoire de la Mhm. NFL. Oui, ben écoute, c'est un choix au repêchage des Bears. On a vu juste en le sélectionnant, puis là, on vient de le récompenser. La ligne attaque des Bears était tellement améliorée l'année dernière, hein. On s'en souviendra comparativement à ce que c'était avant l'arrivée de Ben Johnson. Alors, ben écoute, félicitations à Darnell Wright. Je le répète, moi, lorsque des joueurs font sauter la banque, je suis toujours heureux pour eux. Parce que le football, c'est un sport qui détruit le corps, ça détruit même ton cerveau avec tout ce qu'on sait maintenant. Puis les carrières sont très courtes. Alors, il faut maximiser nos revenus le plus possible. Alors, tant mieux pour Darnell Wright, tout comme Mathieu Bergeron. Je suis bien content pour lui. Wright faisait partie de la ligne à l'attaque des Bears qui avait accordé le troisième plus bas total de sacs la saison dernière. Et également, ils ont terminé au troisième rang pour l'efficacité sur les jeux au sol. Donc, c'était une ligne, comme tu l'as dit, et dans le top 10 également pour l'efficacité par la passe. C'était vraiment une ligne à l'attaque là, qui était excellente l'année dernière, celle des Bears de Chicago. Jadeveon Clowney, maintenant, est de retour à ses premières amours. Il est de retour avec les Texans de Mhm. Houston pour la prochaine saison. Clowney, 8,5 sacs la saison dernière avec Dallas, mais c'était également 3 sacs lors de la semaine 18 contre Jackson Dart. Mais 8,5 sacs quand même pour un joueur de profondeur. Pas que les Texans avaient besoin, là, mais écoute, ça va être une belle profondeur de la part pour les Texans, un joueur de stat ramp à cet âge-là. Ben ouais, ben pourquoi pas, hein? On se souviendra qu'il avait été le tout premier joueur sélectionné du repêchage à l'époque par les Texans de Houston. Alors, c'est une façon pour lui de boucler la boucle. Là, il se joint à ce qui est possiblement la meilleure unité défensive de toute la NFL. Comme tu as dit, ça ajoute de la profondeur pour un joueur qui a réussi 8 sacs et demi du quart. C'est sûr qu'il ne va pas obtenir une quarantaine de jeux par match, mais justement, ça va être un plus. À ce stade de sa carrière, tu sais, il est âgé dans la trentaine maintenant. S'il joue une quinzaine de jeux, tu sais qu'il va te donner son plein effort à chaque jeu en jouant seulement entre 15 à 20 jeux par match. Alors oui, pourquoi pas du côté des Texans. Puis je suis sûr, lui, il doit être très enthousiaste d'avoir la chance de venir terminer sa carrière avec l'équipe avec laquelle ben, tout avait commencé pour lui dans la NFL. Parlons maintenant de la situation des 49ers de San Francisco. D'abord, la liste de blessés s'allonge. Elle est déjà longue et s'allonge au Ben fil oui. du temps, au fil des jours. Mais parlons de Ricky Pearsall, Didier. Sa saison est terminée. Il devra subir une opération au genou droit. Ce qui est fascinant, c'est que les médecins des Niners l'année dernière lui avaient conseillé
du repos simplement et une rééducation par la suite. On n'avait pas suggéré l'opération. Puis finalement, tu vois, ça n'a pas tenu au camp d'entraînement. Ratera la totalité de la saison. On a su après coup que justement le type d'opération que Purcell doit subir, il n'y a pas vraiment d'antécédent à ça, mais quand même, là, le groupe de médecins de l'équipe médicale des 49ers, Didier, ça fait jaser là, avec toutes ses blessures au cours des dernières années. Mais pour Ricky Purcell, le gars, le joueur, il connaissait d'ailleurs un bon début de camp. Je pense que c'est un dur coup. Là. Ça va être difficile de revenir de cette blessure-là. Ouais, c'est une blessure au genou qui traînait depuis l'année dernière. Souviens-toi, il avait raté des matchs lors de la saison 2025. Mais l'intervention chirurgicale, c'est toujours le dernier recours. Tu sais, parce que du moment que tu te fais Mhm, opérer, ben, ton articulation, ton genou ne va pas nécessairement être le même. Puis là, tu sais, as parlé du fait que c'est pas une blessure euh, qui est très commune, si je peux dire, la blessure d'Ossouf Ricky Pearsall. Donc, c'est sûr que s'il y avait des chances qu'en faisant de la remise en forme, il pouvait éviter de passer sous le bistouri, ben, tu te dois d'explorer cette option-là. Tu sais. Parce que là, on s'en va en territoire inconnu. Comme tu dis, c'est une blessure rare au genou qu'il a, là, le type de blessure qu'il a. On va voir s'il va être en mesure, après ça, de retrouver la forme, de revenir et de reprendre sa carrière. Mais c'est vraiment malheureux. Tu sais, c'est un ancien choix de première ronde. Avant même que sa carrière commence, souviens-toi, tu sais, mhm. il avait été tiré en pleine poitrine, il avait reçu une balle en plein centre-ville de San Francisco. Il a été chanceux de ne pas perdre la vie. Là, depuis le début de sa carrière, ben c'est ça, c'est une blessure après l'autre. Il est vraiment pas chanceux, Pearson. J'espère qu'il va être en mesure de reprendre sa carrière, mais ça augure pas bien, là, vraiment, avec cette blessure-là qu'il a. Et pour pallier à sa perte, on a signé du côté des Niners Deebo Samuel qui est de retour à San Francisco. Il est passé Ben d'une oui. personne, là, de persona non grata à San Francisco l'année dernière à une personne qu'on a besoin, là, qu'on veut avoir dans le Ouais. giron de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses que Deebo Samuel, à ce stade-ci de sa carrière, va apporter là, aux 49ers? Il va avoir du temps de jeu, assurément. Ouais, ben oui, définitivement. Mais bon, il est plus le Debo là, qu'on avait vu lors de son premier séjour avec les 49ers de San Francisco. Il a ralenti, mais quand même, il connaît bien le système. Du côté des Niners, ben ça, on a tellement de blessés, tu sais, on n'a pas le choix, là. Alors, de ramener Debo, c'est une bonne décision dans les circonstances. Je l'ai regardé lors de son point de presse, j'avais hâte de voir sa condition physique, de quoi il avait l'air physiquement. Parce qu'on sait, Debo, il a l'habitude de prendre du poids, là. Même au cours de l'hiver. Je parlais avec un joueur de la Ligue canadienne qui s'entraînait avec Debo Samuel durant l'hiver, puis il disait hey, il est tellement gros, il n'est pas en forme. Puis là, bon, clairement, il a perdu du poids. Mais c'est ça, tu sais, tu disais d'entrée de jeu, la liste des blessés, encore une fois, là, à tous les ans, c'est ça du côté des 49ers. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 semaines que le camp d'entraînement est commencé. Puis déjà, on a plusieurs blessés et on est une équipe vieillissante. Marc-André, quand tu regardes le Mhm. nombre de joueurs du côté de l'attaque en particulier, qui sont dans la trentaine, on est allé chercher Mike Evans, mais ça, je ne sais pas, c'est une autre équipe, je me dis, regarde, ça augure pas bien déjà, je trouve, pour la saison. Puis ça, sans parler de Kyle Shanahan, qui a été dans un accident de la route. En plus, en fait déjà beaucoup, non, là, en date du 5 août Ouais, seulement, là, du côté des Niners. Euh, Christian Kirk ne s'est pas entraîné depuis le début du camp, je crois. Mike Evans est blessé en ce moment. DeAndre Stribling aussi est blessé. Le porteur de ballon recru, Kellen Black, est blessé aussi. Moi, je ne crois pas à l'histoire là, de la centrale électrique qui est à côté du centre d'entraînement des 49ers de San Francisco, mais mon Dieu, Didier, je commence à me dire que peut-être Commence pas juste à y pour croire un peu, changer, là. ben, je suis pas superstitieux dans la vie, là, mais peut-être juste pour changer le mal de place. Je sais pas, peut-être que les 49ers, j'essaierais de déplacer l'entraînement pour voir, là, pour quelques semaines, non? Ben, écoute, moi aussi, j'y croyais pas, mais là, en voyant ça, là, en moins de 2 semaines de camp d'entraînement, en voyant la longueur de la liste des blessés, là, je suis en train de me dire, ben, peut-être justement, là, de s'entraîner directement à côté. Là. Je sais pas si tu as vu des photos, des vidéos Ouais, des entraînements des Niners. Leur terrain d'entraînement, c'est directement à côté de la centrale électrique. Puis on dit que ça pourrait avoir un, un- un impact, tu sais, sur la santé des joueurs. Puis ça pourrait peut-être expliquer les nombreux blessés qu'on a saison après saison du côté des Niners. J'y croyais pas, mais là, de voir autant de blessés en si peu de temps, dès le début du camp d'entraînement, je commence à me poser des sérieuses questions là, face à la centrale électrique.
Ouais, peut-être juste, pour arrêter qu'on en parle, peut-être juste, comme je l'ai dit, déplacer, là, aller ailleurs pour voir ce que ça peut donner. Ouais, Changer un juste peu pour le voir, tu sais? sujet du Ouais. ouais, exact, exact. La saison du placard des Saints, maintenant, Brian Bracey est terminée. Il subit une déchirure du ligament croisé antérieur. Lui, c'était une pièce maîtresse là, du front défensif des Saints. 14,5 sacs en 26 matchs au cours des 2 dernières saisons. C'est un choix de premier tour en 2023. Ça aussi, c'est une Mhm. lourde, lourde perte pour les Saints. Ouais, définitivement. Tu sais, position de plaqueur en plein centre de la ligne défensive. Oui, ben, c'est malheureux, hein. Tu sais, il y en a des blessés. Ça a commencé avec Nick Scorton des Panthers de Caroline. Il y en a des blessés lors du camp d'entraînement. On a perdu Brazel également du côté des Panthers de la Caroline. Alors, mais ça, c'est un dur coup, vraiment, là, pour la défense des Saints. Parce que j'ai hâte de voir si on sera en mesure de remplacer Breezy au centre de la ligne défensive. Il y a Fred Maheu sur Spotify qui nous écrit, nous dit: Salut les gars, très bon travail encore une fois. Selon vous, quel quart arrière a le plus de pression cette saison dans la NFL Hmm. et pourquoi? Merci. Merci pour ta question, Fred. Je pense qu'il y a plusieurs options, là, plusieurs choix de quart arrière. Didier, ce serait qui ton quart qui a le plus de pression cette saison? Ben, carrière dont on a parlé, toi et moi, là, dans notre avant-goût de la division sud de l'Association américaine, C.J. Stroud à Houston. Pour moi, c'est lui qui est en tête de liste. Je ne sais pas si toi, tu as un autre choix, mais on a vu de la façon dont sa saison s'est terminée lors des éliminatoires. C'était laborieux, là, du côté de C.J. Stroud. Puis ça fait 2 ans que ça dure, hein? Tu sais, le CJ Stroud qu'on a vu là, après son année recrue, durant sa saison recrue, où il avait l'air d'un joueur qui allait éventuellement faire partie du top 5, peut-être même du top 3 des carrières de la NFL. Ben là, ça fait 2 ans qu'on ne voit plus ce joueur-là. Là. Tu sais, il y a une régression du côté de CJ Stroud. Les Texans de Houston sont une des meilleures formations de la NFL. Ils sont des aspirants au Super Bowl. La chose qui les retient, c'est le carrière. Il est bien entouré en attaque aussi. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est CJ Stroud, c'est ma réponse en tant que carrière sur laquelle il y a plus de pression. Toi, ça serait qui pour toi? J'ai pas une réponse exacte d'un nom en particulier, mais je te dirais les quarts qui sont de grands quarts ou des quarts de renom, des quarts élites qui n'ont jamais rien gagné. Hmm. Je pense à Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow, qui sont à l'apogée de leur carrière. Puis je pense que Ouais. justement, ils ont de la pression parce qu'on doit justement, là, on est dans notre prime, comme on dit en bon québécois, à l'apogée de notre carrière, au sommet de notre art en ce moment. Puis la fenêtre est ouverte. La fenêtre, elle ne sera pas ouverte ou entrouverte pour certaines équipes. Moi, je pense que les Bills, c'est peut-être plus entrouverte qu'ouverte, mais quand même. Mais la fenêtre est ouverte, puis c'est là qu'il faut gagner parce que la fenêtre, elle ne sera pas ouverte éternellement. Il va y avoir un courant d'air à un moment donné, il va falloir la fermer, la fenêtre. Tu penses la fenêtre, tu sais, quand tu ouvres la fenêtre l'hiver, là, faire rentrer un peu d'air, là, tu Ouais, l'ouvres juste un petit peu, ouais, là. Tu penses que c'est ça la fenêtre des Bills présentement? ouais, peut-être, ouais. Juste faire rentrer un peu d'air, juste pour dire que. Mhm. En tout cas, on va voir, Marc-André. La saison s'en vient, même moi aussi. Je vois ça un peu de la même façon du côté des Bills de Buffalo. Ben, écoute, on va se tourner maintenant vers le fantasy football. Avant que tu partages tes choix avec nous en termes de joueurs qui passent sous le radar ou des joueurs qui pourraient éclore cette année. Bon, on a reçu une question de la part de Pierre-Olivier Paradis via Facebook. On parle rarement des botteurs au fantasy. Oh, Marc-André, là, on va mettre tes connaissances à l'épreuve, parce que la question porte sur les botteurs au fantasy football. Donc, on parle rarement des botteurs au fantasy, mais ils peuvent s'avérer être payants eux aussi. Brandon Aubrey sort comme premier botteur, mais d'autres botteurs se démarquent, mais passent sous silence, passent sous le radar. Quel est votre top 5? Hein? L'autre commande, Marc-André, pour toi. Quel est votre top 5? Et quelle est votre stratégie pour les choisir? On parle de botteurs. Merci pour l'excellent podcast. Merci Pierre-Olivier pour ta question. Marc-André, c'est toi expert fantasy entre toi et moi. Go, vas-y. Premièrement, les botteurs, là, c'est qui a posé cette question-là? Rappelle-moi son nom. Pierre-Olivier Paradis Pierre-Olivier. sur Premièrement, Facebook. Pierre-Olivier, les Tu peux botteurs, le ça ne devrait pas retracer sur exister. Facebook. Ça devrait pas exister au niveau fantasy, ça c'est une chose. Si vous pouvez remplacer un botteur par un autre pivot, un autre flex dans votre ligue fantasy, je vous le conseille, beaucoup plus plaisant.
Maintenant, pour répondre à ta question, au niveau des botteurs, maintenant, c'est quoi la stratégie? Moi, je pense qu'il y a deux botteurs qui se démarquent. Ce qu'on s'entend, là, botteur et défense, on repèse souvent ça avec nos deux derniers choix. Parfois, ce que j'aime faire quand je veux vraiment une défense, ben, on est rendu dans les joueurs à Vauban, là, ben, je devance peut-être d'une ronde ma défense. Si je veux vraiment une défense que je pense élite, exemple, la défense des Texans est là, ben, au lieu de la prendre avec mon avant-dernier choix, ben, je vais la prendre avec le choix précédent, puis je vais prendre un joueur de banc après. Vous pouvez faire ça avec un botteur. Moi, je pense que Braden Aubrey et Cameron Dicker, ce sont vraiment deux botteurs qui sont au-dessus de la mêlée. Je pense que ces botteurs-là, vous pouvez essayer de devancer d'une ronde ce choix-là. Par la suite, ma stratégie, c'est d'essayer de trouver des botteurs qui sont au sein d'une équipe qui ont des bonnes attaques, en fait, qu'on va marquer beaucoup de points. Donc, ici, je pense à Jason Myers, le botteur des Seahawks, Cam Little, le botteur des Jags, Tyler Loop, le botteur des Ravens, Evan McPherson, le botteur des Bengals. C'est ça ma stratégie. Là. Je t'en ai nommé 6. Mais pour moi, après Aubrey et Dicker, c'est de trouver des botteurs au sein d'une bonne attaque qui va marquer beaucoup de points, donc plusieurs occasions de faire des points. Ouais, les convertis, là, ça s'accumule là, quand même. Là. Ça peut Exact. être un 4-5 C'est points de 35 plus points à dans un toutes les match, semaines. là, mettons. C'est quoi? Ouais. Non, ça marche pas. Mais mettons, 35 mais points. c'est 5 fois 7, ouais, c'est 5 35. Ouais, touchés, et donc 5 convertis, donc ouais. 5 5 points, ça se rend bien. convertis. Ouais. Ouais, ouais, non, non, non. C'est absolument, absolument. C'est mieux que rien. Donc, on s'entend là-dessus. Bon, T'ajoutes OK, un on t'a mis à placement, ça finit l'épreuve là avec. 38, Ouais, tu ben t'avances, voilà. t'es à 7-8 et ça fait la job, là. Ouais, non, c'est ça pour un botteur, absolument. Alors, tu as relevé le défi avec cette question fantasy portant sur les botteurs de précision, Marc-André. Maintenant, parlons des sleepers. Selon toi, là, est-ce que tu as des joueurs, est-ce que tu as des joueurs, je sais que tu en as, mais quels sont tes choix là, pour cette semaine? Des joueurs qui passent sous le radar au niveau des repêchages fantasy football. On est rendu à la position de receveur de passe, évidemment. On l'avait fait dans les podcasts précédents, Oui. les porteurs de ballon et les carrières. Je commence avec Josh Downs des Colts d'Indianapolis. Il y a une augmentation des opportunités qui est à prévoir dans le cas de Josh Downs. Pourquoi? Parce que Michael Pittman est parti. Michael Pittman, l'année dernière, a été ciblé 108 fois en 2025. C'était 20% des cibles des Colts, donc il avait été quand même utilisé à bon escient. L'année dernière, Josh Downs utilisé seulement sur 65% des jeux en 2025, mais lorsqu'il était utilisé au moins 70%, il accumulait près de 15 points fantasy en format PPR. C'est le receveur numéro 48 en ce moment au niveau fantasy. C'est un choix de 11e ronde. Alec Pierce va potentiellement commencer la saison sur la liste des blessés. C'est Josh Downs, Tyler Warren et les autres. Je pense que Josh Downs, il y a une opportunité, spécialement en début de saison. Choix de 11e ronde, ça ne coûte rien d'aller voir, de repêcher Josh Downs. Il pourrait être le receveur numéro 1 en début de saison des Colts, le receveur éloigné, dis-je. Comme je le dis, ça ne coûte rien. Dans le pire des cas, ça ne fonctionne pas, vous le libérez. Mais Josh Downs, je pense qu'il pourrait connaître une bonne saison fantasy. C'est une aubaine en ce moment au niveau fantasy. Ouais, c'est une belle opportunité pour Josh Downs, justement, là, d'augmenter sa valeur au fantasy football, comme tu l'as si bien expliqué à la suite du départ de Michael Pittman. Maintenant, Jalen McMillan des Buccaneers de Tampa Bay, lui a connu des bons moments, en particulier en deuxième moitié de saison, si je me souviens bien, l'année dernière. Il y a 2 ans, je ne sais pas si tu t'en souviens, il avait terminé la saison avec 8 touchés à ses 5 derniers matchs. Il avait terminé comme receveur Ah, numéro c'est ça, 7 c'est il y entre a les 2 semaines ans, oui. 14 et les semaines 18, c'était en 2024. Il connaît un excellent camp d'entraînement, Jalen McMillan. Tous les yeux sont tournés là, vers Emeka Egbuka et l'émergence de Egbuka à sa deuxième saison. Mais McMillan, bon an, mal an, connaît un excellent camp. Avec le départ de Mike Evans, il y a un trou à combler à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier, là, Jalen McMillan était dans le top 20 à la position de receveur de passe dans 6 de ses 10 derniers matchs. C'est le receveur numéro 66 en ce moment, choix de 16e ronde. C'est un gars qui ne sera pas repêché dans vos pools fantasy pour la plupart, mais c'est un gars de qui j'aimerais garder un œil là, en début de saison. Comme billet de loterie dans des pools à plusieurs équipes. J'adore la perspective là, de Jalen McMillan, comment ça se dessine. Il devrait être la deuxième cible. Écoute, il y a Chris Godwin, c'est sûr, là, mais il devrait être la deuxième cible de Baker Mayfield comme receveur éloigné.
Chris Godwin devrait peut-être plus jouer comme demi-inséré. Mais ouais, j'aime bien Jalen McMillan, en espérant que le bon camp se poursuive. Mais on parle d'Egbuka, on parle de Chris Godwin. Je pense que Jalen McMillan, c'est le gars oublié en ce moment qui pourrait connaître du succès. Ouais, entre McMillan et Godwin, j'irai avec McMillan aussi. Tu sais, Godwin, là, il a eu de graves blessures aux jambes. Puis là, il est rendu tu sais, à ralentir. Donc, je pense que McMillan, je suis bien d'accord avec toi. Là. Il passe sous le radar, mais il pourrait bien récompenser les gens qui vont le repêcher. Maintenant, les joueurs qui pourraient connaître des saisons breakout, là, éclore cette année. Alors, quels sont tes choix? D'abord, Ladd McConkey. On va parler de Ladd McConkey des Chargers de Los Angeles. Mhm. Receveur numéro 13, on s'en souvient à sa saison recrue en 2024. Receveur numéro 29 en 2025. Il a été parsemé et pas épargné par les blessures la saison dernière, Ladd McConkey. Je pense qu'il va avoir lui aussi une augmentation des opportunités. C'est ça qu'on recherche là, pour quand on parle de sleeper ou quand on parle de gars qui pourraient éclore, de breakout, comme on dit. Avec le départ de Keenan Allen, je ne savais pas, mais Keenan Allen, ça a été le meneur pour les cibles à la position de receveur de passe chez les Chargers l'année dernière, et il n'est plus là. Mhm. Avec une ligne à attaque en santé aussi, là, on va retrouver nos deux bloqueurs du côté des Chargers. On devrait avoir plus de succès là, et par la passe et au sol. J'aimerais te parler là, de l'arrivée de Mike McDaniel, qui est le roi du mouvement là, avant la levée du ballon. Il fait beaucoup de mouvements, on le sait, là, on parlait même de lui à l'époque où il était avec les Dolphins, qu'il avait quasiment une attaque de Ligue canadienne de football tellement que les joueurs bougeaient avant la levée du ballon. C'est 19% de plus de mouvements que les autres entraîneurs ou coordonnateurs offensifs, que les autres attaques, là, celles sous Mike McDaniel. Et le receveur numéro 1 sous Mike McDaniel, il y a en moyenne plus de 16 points fantasy par match. Et je pense que Ladd McConkey, ce sera son pain et son beurre. Là, j'ai des stats avancées un peu pour vous, mais Ladd McConkey, avant la levée du ballon, lorsqu'il était en mouvement au cours de sa carrière, il y a eu une augmentation de ses verges par tracé de 93% et de ses premiers jeux par tracé de 150%. Donc, Ladd McConkey est ultra efficace lorsqu'on le met en mouvement avant la levée du ballon. Et je pense que le mariage avec Mike McDaniels est quasi parfait ou pourrait être parfait. C'est le receveur numéro 22 en ce moment. C'est un choix de 5e ronde. J'étais emballé par Quentin Johnston là, chez les Chargers, mais je commence à me dire que Ladd McConkey pourrait connaître une grande saison. Je veux avoir des parts dans l'attaque des Chargers. Je pense qu'elle sera explosive avec justement l'arrivée de Mike McDaniels. Et Ladd McConkey pourrait être le grand bénéficiaire de cette arrivée-là, de cette nouvelle philosophie-là en attaque. Ouais, mais Conky qui est un peu déçu. Hein, l'année dernière, tu sais, il avait été tellement une belle surprise lors de son année recrue, mais en même temps, avec les nombreux blessés au sein de la ligne à l'attaque, là, ça a un peu dérouté l'unité offensive des Chargers. Mais il n'y a pas d'excuses en 2026. Tu viens de mentionner Mike McDaniel, qui est là comme coordinateur à l'attaque. Là, Justin Herbert, là, ça passe ou ça casse cette année. Là, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Maintenant, Luther Burden possiblement la coqueluche de tous les experts fantasy football. Tout le monde aime ses chances d'éclore cette année et d'être un joueur qui sera de bonne valeur en termes de fantasy football. J'ai failli mettre Luther Burden dans les gens qui ne répondront pas aux attentes dans mes busts parce que là, ça commence, l'engouement là, est exceptionnel. Il s'en vient plus être une valeur. Même Ben Johnson, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il a comparé Luther Burden à Amon-Ra St. Brown. Écoute, le train là Ah oui, hein, j'avais pas vu celle-là. ouais, Ouf. et plein de vapeur en ce moment, le train pour Luther Burden. Ça s'en vient un peu excessif, un peu à mon avis, mais pour l'instant, c'est encore correct. Comme je l'ai dit, c'est le chouchou des stats avancées, Luther Burden. Il y a une efficacité élite, 3e pour les verges après l'attraper par réception. Les autres joueurs, c'était JSN, là, et il était derrière JSN et Puka Nacua, entre autres seulement. 5 matchs de plus de 53% des jeux. Il a été la première lecture de Caleb Williams, 24% du temps. Et également, il y a le départ de DJ Moore qui laisse un trou béant. Est-ce que ce sera Rome Odunze? Est-ce que ce sera Colson Loveland qui va en bénéficier? Est-ce que ce sera Luther Burden? C'est dur à dire. J'ai hâte de voir, mais oui, Luther Burden, surtout en format PPR, je pense que ça va être une brute, une bête cette année au niveau fantasy. Receveur numéro 16, Didier, en ce moment. C'est un choix de début de 4e ronde. 4e ronde, je peux encore acheter, mais à la vitesse que son ascension va dans les classements fantasy, dans un mois, il risque d'être un choix de 3e ronde. Je
commence à trouver que c'est chèrement payé Luther Burden, mais pour l'instant, je suis d'avis qu'il pourrait connaître la grande éclosion. Écoute, si Luther Burden marque un touché, là, disons lors du premier match préparatoire des Bears, je ne sais pas s'ils vont faire jouer leur partant, là, mais là, Ah. oublie ça. Là, ça, les gens s'emportent déjà dans son cas, mais là, c'est ça. Hey, Là, on ne pourra pas Amon-Ra, là, arrêter le. Ouais, j'ai c'est trouvé la ça, cerise sur le c'est Sunday. riche pour mon goût, là. Ben, tu parles d'un des meilleurs ressorts de passe à NFL, puis Amon-Ra St. Ouais. Brown est tellement tough en plus, il bloque, c'est un joueur de football complet, là. C'est tout un joueur. Mais Le, bon, mais écoute, le, peut-être que Ben Johnson essaie d'injecter une dose de confiance en Luther Burden. Écoute, peut-être que ça va fonctionner. Mais j'ai hâte de voir ça. Exact. Mais tu sais, au niveau fantasy, c'est une aubaine, mais parfois, lorsque tu es trop cher, là, tu deviens un gars qui répond. Quand on parle de ne pas répondre aux attentes, c'est par rapport au rang que tu es sélectionné. Évidemment, je pense que Luther Burden, les chances qu'il soit un bon joueur dans la NFL sont très grandes. Et je pense que les chances qu'il soit Ouais. une vedette aussi sont très grandes. Mais c'est par rapport justement au prix à payer versus la qualité. Et les autres receveurs que tu peux avoir quelques rangs plus loin, là. Ouais, puis en plus de ça, il y a beaucoup de bouches à nourrir au sein de l'attaque des Bears. Tu sais, En ce même moment, il l'année est passée, devant sur un tour, on Garrett s'attend. Wilson, pour te donner une idée. Ah ouais. Non, non, ça c'est intense. Ça c'est intense. Parce que Garrett Wilson est le receveur numéro un des Jets. Tu sais. Mais Tu Caleb vas pas me dire que Williams versus Bowden est. Geno Smith, je préfère recevoir des ballons de Caleb Williams, là. Ah, mais Geno Smith Geno Smith a ta carrière professionnelle, là. Tu sais, je parle pas de qui je voudrais dans mon équipe, c'est sûr, je prends Caleb Williams, là. Mais en termes de fantasy, tu sais, c'est pas un mauvais carrière, là, pour alimenter Garrett Wilson. C'est mieux que les carrières avec qui Garrett Wilson a joué depuis le début de sa carrière. Tu sais, Garrett Wilson n'a jamais Je suis joué avec d'accord. un bon carrière quand tu y penses. Tu sais, quand Rodgers est arrivé, bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il a joué pour les Jets, immédiatement, il s'est blessé. Tu sais, c'est ça, Gary Wilson n'a jamais joué avec un bon carrière depuis le début de sa carrière. Donc, Geno Smith, peu importe qu'est-ce qu'on en pense, ça va être possiblement le meilleur carrière qui va avoir joué. Et Wilson nous a démontré qu'il peut être productif avec des mauvais carrières. Tu sais. Et il est le receveur numéro un. Alors que du côté de Mhm. l'attaque de Ben Johnson, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de bouches à nourrir. En tout cas, on verra, mais ça va être. Regarde, on va garder ça en tête. Une autre chose à garder en tête pour la saison, de comparer leur production durant l'année, ça Mhm. pourrait être quand Mhm. même intéressant. Maintenant, les joueurs que tu crois sont en risque d'être des flops cette année, là, des boss qui ne vont pas répondre aux attentes. Ça me fait mal au cœur lorsque je vois que tu as McMillan en tête de liste. Oui, mais encore là, j'ose le répéter, ce n'est pas que Tetero McMillan n'est pas un bon joueur de football, c'est juste que par rapport au rang qu'on le sélectionne, je trouve que c'est peut-être trop chèrement payé, voire excessif comme rang. L'année dernière, 1000 verges, 70 catchs, 7 touchés cette saison recrue, c'était une excellente saison, à atteindre le plateau des 1000 verges. Par contre, receveur numéro 20 en termes de points par match, ça ne s'est pas transposé au niveau fantasy. Hors du top 24 à la position de receveur de façon hebdomadaire dans 12 de ses 17 matchs. Il vous a fait mal, Ron McMillan, l'année dernière. C'est encore le même problème cette année. Le volume de passes en Caroline va être très bas. C'est un peu ça qui me refroidit dans le cas de Ron McMillan. Bryce Young, l'année dernière, Didier, savais-tu qu'il y a seulement eu 4 matchs qui avaient passé pour plus de 200 verges? Il est également Oui, je le 30e pour la sais. moyenne Je suis au de courant. verges par passe tentée. Ouais, de verges par passe tentée. Receveur numéro 14, choix de début de quatrième ronde. Je trouve que c'est cher pour un gars, justement, rattaché à Bryce Young. Je sais qu'il va avoir toutes les opportunités. Il va avoir probablement ce qu'on dit un target share, là. Il va être ciblé potentiellement 25% à tout le moins dans l'attaque des Panthers. Mais 25% de l'attaque des Panthers, du jeu aérien, c'est quoi en réalité? C'est ça qui m'effraie. Je pense que Tetron Ouais. McMillan, à Bon ce point. rang-ci, je trouve que c'est un choix beaucoup trop risqué. Oui, t'as amené des bons points. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'aime bien McMillan. Il m'a impressionné l'année dernière, mais c'est vrai que l'attaque aérienne des Panthers. Ouf, est-ce que ça va être mieux cette année, hein, du côté de Bryce Young? Bon, ça reste à voir. J'ai hâte au début de la saison, là, tu sais, qu'on commence à Mhm. avoir des réponses. Comme ça, on va pouvoir arrêter de se poser des questions. Et maintenant, il y a Jameson Williams, que tu crois que lui aussi, il pourrait être un flop en termes de fantasy football.
première saison de 1000 verges pour lui l'année dernière. Jameson Williams aussi, c'est un receveur explosif, on l'a vu, mais tellement inconstant, Didier, un nouveau fantasy. Il peut vous gagner des semaines et il peut faire un gros zéro. On l'a vu l'année dernière. Écoute, 7 semaines dans le top 12, dont 3 top 5 à la position de receveur de façon hebdomadaire la saison dernière, mais aussi 7 semaines hors du top 50. Les 7 semaines hors du top 50, vous avez probablement perdu votre semaine fantasy à cause de Jameson Williams qui était dans votre formation. Ciblez moins de 5 fois par match lorsque Sam Laporta et Amon-Ra St. Brown sont sur le terrain. Ça, c'est intéressant. Je ne pense pas que le volume de passes en sa direction va augmenter tant aussi longtemps que ces deux gars-là vont être sur le terrain, encore une fois, cette saison. Comme je l'ai mentionné, il y a des fluctuations dans son cas, des hauts et des bas. C'est un bon receveur là, pour les gens qui ont des poules de façon à l'année, parce qu'en fin de saison, vous allez voir Jameson Williams, vous allez dire, il a terminé comme top 12 en ce moment, 12e receveur de passe, je pense. Vous allez dire, ah, mais finalement, ça a été une bonne saison. Mais pour des poules de façon face à face, de façon hebdomadaire, Jameson Williams n'est pas le meilleur receveur à avoir dans son équipe fantasy. Receveur numéro 25 en ce moment, choix de 5e ronde, Jameson Williams. Je suis pas, dépendamment de votre format de pool, dans un format face à face, moi, j'aime vraiment pas la perspective de Jameson Williams cette année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis tu ne sais pas d'une semaine à l'autre, là. Et puis il y avait des matchs où il n'était pas énormément ciblé. Je me souviens, lorsque Dan Campbell a commencé à sélectionner des jeux, là, il était plus ciblé. Mais bref, c'est ça, là. C'est des hauts et des bas du côté de la En fait, production de Jameson Williams. En fait, il a connu ses meilleurs moments quand Sam Laporta qui a raté la deuxième moitié de saison, je pense qu'il a raté 10 matchs, même mémoire est bonne, n'était pas de la Mhm. formation. Mais avec Laporta en santé, Sam Brown, puis là, on veut remettre le ballon à Gibbs. Gibbs a eu une augmentation incroyable aussi des catchs de sa production par la passe. Jameson Williams, je pense pas qu'on va être ciblé bien Mhm. plus que 5 fois par match si tout le monde est en santé. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a à son avantage? C'est cibler 5 fois par match, puis il peut te marquer un toucher de 60 verges à Ah, tout c'est sûr. moment. Et puis ça, c'est 12 points fantasy d'un seul coup. Ça fera peur de coup de circuit, mais ça passé dit bien. Ça passé dit bien. T'as bien expliqué pourquoi. Bon, ben Marc-André, on a fait le tour de cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On espère que l'épisode vous a plu. Encore une fois, on vous invite à partager nos publications sur les réseaux sociaux avec vos amis qui sont des mordus de football. Puis on vous invite également à aller regarder nos avant-goûts de division si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine et ben, c'est ça, portez-vous bien d'ici notre prochain épisode.